Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de cette édition, après les Islandaises, les Françaises se mobilisent contre les inégalités salariales. Elles sont en effet payées 15 à 20% de moins que les hommes en moyenne. Certaines ont cessé le travail symboliquement le 7 novembre à 16h34. Aux États-Unis, au lieu d'une femme présidente pour la première fois, il y aura un homme ouvertement sexiste. Quelles conséquences pour les Américaines? Nous verrons cela avec Ingrid Terwat de Courrier International. Et enfin, en Arabie Saoudite, rencontre avec une militante des droits humains, mère de 6 enfants, divorcée 2 fois. Souad Al-Shamari est féministe. Elle nous raconte comment elle se bat dans ce royaume ultra-conservateur. Mais pour commencer, en France, un collectif féministe a appelé les femmes à se mettre en grève le 7 novembre à 16h34. À partir de ce moment, en effet, les Françaises travailleront gratuitement à cause des inégalités salariales. Égalité salariale. Quand ça? Maintenant. Égalité. Une première en France. Un collectif féministe a appelé les femmes à lâcher leur stylo et quitter leur bureau lundi 7 novembre à 16h34. Objectif, dénoncer les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Car le sujet fâche toujours. Cette jeune femme de 43 ans possède un diplôme d'ingénieur en informatique. Un parcours brillant qui lui permet d'accéder rapidement au monde du travail. Une entreprise l'embauche à 2 600 € bruts par mois. La différence entre moi et les autres hommes pouvait aller jusqu'à 1 000 € bruts par mois. Vous l'avez ressenti, cette discrimination-là? Énormément, tout le temps, elle me pesait, tout le temps elle était là. Cette incompréhension, ce sentiment d'injustice qui est fort. Ce climat qu'elle décrit se solde par un licenciement que les prud'hommes jugeront abusif. Dans cette entreprise, il en va autrement. L'égalité des sexes se vérifie déjà sur la feuille de paie. Vous connaissez le salaire de monsieur? Je connais le salaire de monsieur, monsieur connaît le mien, je connais le salaire de mon collègue. C'est vraiment le même? Exactement, le même au centime près. Pour la chef d'entreprise, la parité salariale n'est pas une option. Il y a juste une décision à avoir et se fixer comme objectif qu'effectivement les gens soient payés pour ce qu'ils font, pour le travail qu'ils effectuent et que ce soit sans distinction de sexe, d'âge. Un modèle loin d'aller de soi au sein même de la classe politique française. Répondant à une question sur l'action du gouvernement pour faire reculer les inégalités, la ministre des Droits des Femmes en a fait les frais. Les compétences des femmes sont souvent bien moins rémunérées que celles des hommes. Enfin, les femmes sont moins promues que les hommes. Et plus on monte dans la fonction d'encadrement, moins les femmes sont présentes. À poste égal. Selon une étude, au rythme où vont les choses, il faudra attendre 2186 avant de connaître une véritable égalité salariale. 2012. Aux États-Unis, c'est donc Donald Trump, un homme ouvertement sexiste, qui a été élu président face à une féministe qui, il faut tout de même le préciser, a obtenu plus de voix que lui. Quelles conséquences pour les Américaines? Qu'est-ce que cela nous dit des États-Unis? Ingrid Terwat, bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International, notre partenaire de la presse écrite. Alors, on dit souvent que Donald Trump a été essentiellement élu grâce aux hommes blancs en colère. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'aussi une majorité de femmes blanches a voté pour lui. Pourquoi ? C'est assez compliqué, c'est pas juste les femmes, vous avez bien dit que c'était les femmes blanches, il y a aussi le côté ethnique, puisqu'il y a des statistiques ethniques, on connaît plusieurs éléments du vote. On va peut-être d'ailleurs voir un tableau, 52% des femmes blanches ont voté pour lui, et parmi les femmes blanches non diplômées, c'est même monté jusqu'à 66%. Exactement, contre 4% des femmes noires et 26%, je crois, des femmes hispano-américaines. C'est important parce que les femmes blanches constituent 37% de l'électorat, donc c'est quand même c'est très important. Pourquoi elles ont voté pour Trump? Ça peut paraître complètement paradoxal, hein. Ça fait un petit peu syndrome de Stockholm. Mais malgré tout, ça s'explique, ou du moins, on essaie de trouver des explications maintenant. D'abord, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on va voter pour une femme. Première chose. Deuxième chose, quand on est une femme blanche, on est une femme privilégiée aux États-Unis par rapport à une femme noire. En plus, Donald Trump a vraiment mis en avant les femmes blanches. Bon, pas plus que les hommes blancs, mais quand il a
dit que les Mexicains étaient tous des violeurs. Il a positionné la femme blanche comme étant une victime, quelqu'un qu'il fallait protéger. Il fait monter sur scène avec lui souvent des mères d'enfants ou d'adolescents qui ont été tués par des gangs ou qui ont été tués par des Afro-Américains, etc., mettant en avant une espèce de guerre de race, mais aussi la femme blanche comme victime, comme personne à défendre. Il y a un aspect maternel aussi. Exactement. Il y a une proposition qui a été faite en fin de campagne sur le congé de maternité, c'est ça? Oui, oui. Le congé de maternité qui pourrait être légalisé à 6 semaines, comme dans beaucoup d'autres pays du monde. Donc ça, évidemment, ça peut plaire à un certain nombre de femmes conservatrices. Et puis, il y a aussi des féministes américaines qui sont des femmes blanches, certaines d'entre elles, qui écrivent que cette catégorie de la population, cette tranche démographique, était la même qui, il y a quelques années, était favorable à l'esclavage, à la ségrégation et à tout un arsenal législatif qui n'était pas favorable aux femmes. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est progressiste. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est progressiste. En tout cas, l'élection de Donald Trump va certainement avoir des conséquences en matière de droits des femmes. On pense notamment à la question de l'avortement. Tout à fait. L'administration Trump va avoir le droit de nommer des juges à la Cour suprême. Et on craint beaucoup que le droit à l'avortement soit menacé dans le droit, et puis dans les faits, que l'accès à l'avortement soit rendu beaucoup plus difficile. Donc il y a un aspect légal et puis il y a un aspect matériel, pratique. Il faut que les Américaines puissent continuer à avorter de façon sûre. Donc ça, c'est la première chose. Il y a tout ce qui est dépistage du sida, contraception, droit des planning familial, tout à fait, droit des personnes LGBT. Ce qui est certain, c'est que la non-élection de Hillary Clinton est une chance ratée. Je vous propose d'écouter rapidement ce qu'elle a dit juste au moment de reconnaître sa défaite. À toutes les femmes, et plus particulièrement à toutes les jeunes femmes qui ont eu foi en cette campagne et en moi, je veux que vous sachiez que rien ne m'a rendue plus fière que d'être votre championne. Je sais que nous n'avons toujours pas brisé ce haut et dur plafond de verre, mais un jour, quelqu'un le fera, et plus tôt que ce que nous pensons, je l'espère. Enfin, à toutes les petites filles qui nous regardent, ne doutez jamais de votre valeur et de la force que vous représentez. Vous méritez toutes les opportunités qui se présentent à vous dans ce monde afin de réaliser vos rêves. Alors voilà, malgré cette défaite, le combat féministe continue pour les petites filles, pour les générations à venir. Comment ont réagi les cercles féministes aux États-Unis? La première réaction, ça a été comme tout le monde le choc. L'effroi, un espèce d'effroi que beaucoup de gens ont comparé à ce qu'ils ont ressenti juste après le 11 septembre. D'ailleurs, on dit 9/11 et 11/9. Il y a vraiment ce parallèle qui est fait. Dans un deuxième temps, ce qui a suivi l'effroi, ça a été la mobilisation. Et là, je voudrais juste vous citer une phrase qui est parue dans le Washington Post du lendemain de l'élection. C'est une tribune qui est signée par Jill Filipovich, qui est une féministe américaine. Et elle dit, voilà, prenez une journée, serrez vos enfants dans vos bras, buvez un verre de vin, donnez des coups de poing dans un oreiller, allez courir, et ensuite on se met au travail. L'idée, c'est qu'il faut se mobiliser. Et ce que disent les Américains, les Américaines, les féministes, c'est il y a des choses à faire. La première chose à faire, c'est agir. Faire des chèques au planning familial, faire des chèques aux associations qui en ont besoin, être actif auprès des populations migrantes, des femmes, apporter un soutien matériel, un soutien en termes de présence. C'est ça qu'il va falloir faire parce que ces associations vont souffrir assez rapidement. Et effectivement, moins de financement prévu pour toutes ces associations. Merci beaucoup Ingrid Terwat de Courrier International, donc, qui consacre sa une cette semaine à l'élection aux États-Unis. Voilà, on part maintenant en Arabie Saoudite où il n'est pas facile non plus d'être une féministe et c'est un euphémisme. Mais certaines bravent le pouvoir ultra-conservateur pour réclamer l'égalité. Rencontre avec l'une d'entre elles, un portrait de Mounia Kassem. Elle incarne à elle seule les tabous de la société saoudienne. À 42 ans, Souad El-Chamari est une femme engagée, mère de 6 enfants et 2 fois divorcée. Dans une société entièrement contrôlée par les hommes, son style et sa parole dérangent, tout comme son combat pour l'émancipation des femmes. Certains lieux sont censés garantir ma sécurité et mes droits. Mais le problème, c'est que ce n'est pas le cas.
Simplement parce que je suis une femme. Grâce à ses études en droit islamique, Souad El-Chamari puise ses arguments dans la religion pour appeler à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais ses idées ne sont pas du goût des ultra-conservateurs, qui les jugent trop libérales et hostiles au gouvernement. Souad El-Chamari va jusqu'à critiquer publiquement les dérives des dignitaires religieux. Pour ses détracteurs, elle est allée trop loin. On l'accuse d'insultes envers l'islam. Fin 2014, Souad El-Chamari est incarcérée durant 3 mois. Féministe, mais aussi militante des droits de l'homme. Elle soutient le blogueur Raif El-Badawi, avec qui elle fonde en 2008 un forum de discussion sur Internet. J'ai eu tellement peur lorsqu'elle a été arrêtée. Je ne m'étais pas vraiment intéressée au cas de Raif Badawi. Il a écopé de 10 ans de prison et ma mère a fondé le blog avec lui. J'étais vraiment sonnée. Pour être libérée, Souad El-Chamari a dû s'engager par écrit à réduire ses activités. Mais elle reste convaincue que son combat finira par porter ses fruits. J'ai de l'espoir. Je vois que la société commence à apprécier notre mouvement. Les gens ne disent plus que les libéraux sont des rebelles, mécréants, qui sèment la discorde. Lorsque vous sacrifiez votre vie pour une cause, que vous le vouliez ou non, vous vous retrouvez isolé et vous entrez en guerre. Séparée de sa fille durant des années, brouillée avec sa famille et aujourd'hui ruinée, Souad El-Chamari a déjà payé un lourd tribut dans cette guerre qui est encore loin d'être gagnée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se quitte sur ces images d'Afghanistan pour saluer cette course. C'est la seule épreuve sportive mixte tolérée dans ce pays. Un petit pas, on l'espère, vers plus d'égalité et de liberté. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous et à très vite sur la toile.